François Asselineau, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes à 6 mois après cette élection présidentielle où vous avez fait au premier tour donc 332 000 voix, 0,92% des voix. Vous avez pu vous faire entendre lors des débats préparant cette présidentielle. Et puis depuis 6 mois, alors où est-ce que vous êtes ? Eh bien, depuis 6 mois, nous avons des équipes qui essayent d'obtenir des passages dans les grands médias et qui ne les obtiennent pas. Voilà. Pourquoi ? À partir du vendredi soir précédent le premier tour, je suis redevenu persona non grata dans les grands médias du pays. À la seule exception, je parle des grands médias, je ne parle pas des médias d'Internet, je parle de tous les grands médias suivis par le CSA, à la seule exception de Sud Radio. Voilà. De telle sorte que d'ailleurs nous avons présenté 332 000 suffrages, c'est quand même pas si mal, c'est la population entière de l'Islande, bébé compris. Nous avons ensuite été le parti politique, l'UPR, qui a présenté le plus de candidats aux élections législatives, 574 candidats sur 577, c'est un tour de force. On en a présenté beaucoup plus que France Insoumise, qui devait en avoir 520, que les Républicains, qui devaient en avoir 490 parce qu'ils étaient en alliance avec d'autres partis. Ça aurait mérité un simple coup de chapeau déjà des grands médias. Non, on n'a même pas été invité une seule fois pour la campagne pour les élections législatives. Et puis depuis là, vous voyez, c'est le silence. Alors nous, on a j'ai des collaborateurs qui appellent les programmateurs des émissions de radio, qui appellent des noms célèbres dans les radios et les télévisions françaises. Et alors on nous dit qu'il n'y a pas d'actu. Mais oui, vous n'avez pas d'actu. On nous dit, ah bon, on n'arrive pas à angler. Je ne savais pas ce que ça veut dire, angler et avoir de l'actu. Alors là, on a dit, on a de l'actu, on a le congrès et l'université qui vient de se tenir. Mais alors là, c'était malheureusement, ils n'avaient pas de créneau. Alors, quand il y a de l'actu, il n'y a pas de créneau. Et quand il y a un créneau, on n'a pas d'actu. Cette université dont vous parlez, vous aviez choisi de faire 2 tables rondes. L'une sur les médias, l'autre sur l'industrie. Alors d'abord, justement, les médias. Pourquoi consacrer une table ronde d'une université, d'un parti, aux médias ? Est-ce qu'il n'y a pas le risque, d'abord, d'avoir l'air de ne parler que du fait que vous n'êtes pas invité dans les médias ? Et ensuite, quelle serait votre analyse sur le rôle des médias aujourd'hui dans la démocratie ? Comment vous voyez D'abord, premièrement, cette université qui s'est tenue près d'Azel-Rideau, dans un petit village qui s'appelle Valère, a été un succès. On a eu 1100 personnes qui sont venues, c'est-à-dire 30% de plus que l'année dernière, où on avait 850 personnes à Vermenton dans l'Yonne. Et les 850, c'était 30% de plus que l'année d'avant. Donc on est sur 30% d'augmentation chaque année. Deuxièmement, il n'y a pas eu beaucoup d'universités d'été ou d'automne de partis politiques cette année. La plupart, au Parti socialiste, ils sont plutôt à licencier les gens, à faire des plans de sauvegarde de l'emploi, comme on dit maintenant. Mais là, vous prenez un exemple qui est un peu facile, pardon. D'accord, mais bon. Donc nous, on a eu beaucoup de monde. Troisièmement, les 2 tables rondes, effectivement, ont intéressé les gens. Alors celle sur les médias, parce que j'en parlais, là, je plaisantais... Oui. De toute façon, je riais un peu jaune là, dans votre question précédente, parce qu'il est bien évident que notre blocage, il est là. Moi, je suis agréablement surpris, parce que je pensais qu'après l'élection présidentielle, ma notoriété personnelle s'affaiblirait. Et pas du tout. Je suis abordé constamment dans la rue, tous les jours, encore là, aujourd'hui, en venant, par des gens qui m'abordent et qui me reconnaissent, notamment beaucoup de jeunes, mais pas seulement. Avec des gens qui me disent « Ah, j'ai pas voté pour vous, mais c'est vous qui aviez raison », etc. Donc les esprits en ce moment évoluent beaucoup. Et ce que nous constatons, c'est que c'est pas normal qu'un parti politique qui a fait 1%, enfin un candidat qui a fait 1% des suffrages ait 0% du temps de parole. Oui, mais alors, concrètement, vous expliquez ça comment ? C'est quoi ? C'est idéologique ? Il y a un blocage plus profond ? Parce qu'il y a des règles qui sont les règles du CSA. Ces règles sont un enfer actuellement pour les médias, puisque le temps de parole de la majorité présidentielle doit être le double du temps de parole de toutes les oppositions. Or, quand il y a des oppositions éclatées, c'est encore plus compliqué de faire parler tout le monde. Mais qu'est-ce qui explique que on ne vous donne pas la parole spécifiquement? Selon vous, c'est quoi? C'est de l'idéologie? C'est que les journalistes seraient tous dans la même acceptation d'un système? Je pense d'abord que beaucoup de journalistes n'en pensent pas moins. Il y a quand même beaucoup de journalistes. Moi, je ne mets pas tous les journalistes dans le même sac. D'abord, je pense que les journalistes, ils sont comme tout un chacun, c'est-à-dire qu'ils ont un conjoint, des enfants, des emprunts bancaires, et donc ils veulent déjà garder leur emploi. Voilà. Et donc ils savent aussi jusqu'où ils peuvent aller trop loin. Et puis après, il y a de l'autocensure parce qu'ils savent
J'ai quelqu'un de ma famille qui est journaliste. Et ils savent très bien qu'il y a des choses dont il vaut mieux ne pas aborder. Les choses sont feutrées, mais c'est comme ça. Donc il y a une espèce d'autocensure qui règne dans les grands médias. Ou d'une censure pure et simple. Moi, on l'a déjà dit, je ne vois pas pourquoi je ne le dirais pas. J'ai un de mes collaborateurs qui a appelé Jean-Michel Apathy, qui est sur France Info. Et M. Apathy a dit non, je n'inviterai pas M. Asselineau jusqu'en 2022. Voilà. Mais M. Apathy, il est l'employé des Français. France Info est payé par la redevance. Voilà un monsieur qui a décidé de sa propre initiative. C'est un génie, sans doute, M. Apathy. Il a décidé de sa propre initiative qu'un parti qui fait 1% des suffrages a droit à 0. Alors c'est quoi? C'est votre discours sur l'Union européenne qui les gêne? Oui, je pense que je suis ce qui ne doit pas arriver. C'est-à-dire quelqu'un qui est un pur produit du système. J'ai fait HEC, je suis sorti vice-major de l'ENA, inspecteur général des finances, dans des cabinets ministériels, normalement destinés à présider une grande banque. Vous savez, les présidents d'une grande banque en ce moment, ça gagne 280 000 à 300 000 euros par mois. Bon. Et moi, je gagne rien. Voilà. Et donc, effectivement, je suis quelque chose d'un petit peu étonnant. Alors, sans indiscrétion, pardon, vous dites que vous ne gagnez rien. Comment vivez-vous? Parce que nous avons tous besoin de vivre. J'ai fait un emprunt bancaire qui m'a d'ailleurs été chichement mesuré. Et puis, j'ai des amis qui m'ont prêté de l'argent. Et puis là, nous avons fait une réforme des statuts du mouvement qui a été adoptée, qui va me permettre d'être rémunéré par le parti politique que j'ai créé, beaucoup moins que ce que je gagnais à l'Inspection générale des finances. Mais donc, vous avez démissionné de l'Inspection générale? Non, je suis en disponibilité. En disponibilité, ça veut dire que je peux revenir, mais que je n'ai plus de rémunération et que je ne suis plus sous la tutelle hiérarchique de mon ministère. Donc je pense que je suis ce qui ne doit pas arriver, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît un insider, comme on dirait, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît de l'intérieur les allées du pouvoir, les contraintes, les traités européens. On m'a brocardé parce que je connaissais les traités, que je citais les articles des traités. Je sais ce qui ne va pas, je sais pourquoi la situation est bloquée, et je ne joue pas le jeu de l'hypocrisie générale et de l'égoïsme et de l'égocentrisme. Je fais de l'éducation populaire depuis plus de 10 ans pour expliquer aux Français ce qui ne va pas. Voilà. Donc c'est effectivement très gênant. En plus de ça, le mouvement politique que j'ai créé est un mouvement qui est extrêmement républicain, qui a mis de côté tous les sujets clivants et qui rassemble, j'allais dire, les Français sur ce qu'ils ont de plus généreux entre eux. Il y a eu des journalistes qui sont venus à l'université. Ils ont pu voir. On a des gens, des personnes extérieures qui viennent et puis qui passent plusieurs heures et puis ils vont parler. Ils flairent l'ambiance. Ils vont parler avec les militants. Ils sont tous convaincus d'une chose, c'est que nos militants sont des gens bien. C'est-à-dire les adhérents, ce sont des gens qui ont... ce ne sont pas des énervés, ce ne sont pas des excités, ce sont des gens qui viennent de tous les horizons de France, mais tous les horizons politiques, tous les horizons ethniques. On a beaucoup de Français d'origine immigrée aussi. Et ils se rassemblent pas pour des raisons viles ou médiocres, ils se rassemblent parce qu'ils ont le sentiment que notre pays est en train d'être détruit, ce qui est la situation. Alors ça, c'est très très gênant, parce que les grands médias ont intérêt à faire mousser Madame Le Pen d'un côté, Monsieur Mélenchon de l'autre, parce que il n'y a pas fongibilité de ces deux électorats. Les gens qui votent Le Pen ne voteront jamais Mélenchon et réciproquement. Et donc ça permet au système de perdurer. Voilà. Madame Le Pen a permis de faire élire Macron. Je suis d'or que peut-être qu'en 2022, les médias essaieront de faire mousser M. Mélenchon pour faire élire à coup sûr la personne de l'autre côté. Donc nous, on vient perturber ce système parce qu'on est au-dessus du clivage droite-gauche. Et on l'est vraiment. On l'est vraiment parce qu'il y a beaucoup des gens qui disent oui, on est au-dessus du clivage droite-gauche. Lorsque M. Dupont-Aignan dit de temps en temps, parce qu'il a une stratégie qui change toutes les semaines, mais il est arrivé à M. Dupont-Aignan de temps en temps de dire qu'il était au-dessus du clivage droite-gauche. Oui, sauf que une semaine après, il dit qu'il va être le Premier ministre de Mme Le Pen. Bon, ben, ça va, donc les gens ils ont compris. Alors que nous, non. Le parti politique que j'ai créé, sur tous les sujets sociétaux, par exemple, les sujets clivants, on n'a pas pris de position sur le mariage pour tous, sur l'euthanasie. Sur tous ces sujets, on dit que ce sont des sujets qui peuvent effectivement importer à certaines personnes, mais on dit que ce sont des sujets de second ordre. Même l'immigration, même les fiscalités, par rapport à la destruction de la France et à la perte de notre souveraineté, de notre indépendance nationale. Oui, enfin, sujet clivant, justement, puisque vous y venez, allons-y. C'est peut-être secondaire, mais
Quand vous voyez, par exemple, là, comme on voit récemment, un syndicat d'enseignants, Sud Éducation 93, donc sur la Seine-Saint-Denis, qui organise des ateliers non mixtes de formation pour des enseignants pour dénoncer le racisme d'État et pour expliquer que les programmes scolaires doivent être décolonisés parce qu'ils seraient donc intrinsèquement inscrits dans une pensée postcoloniale. Vous en pensez quoi? On peut dire on peut expliquer que c'est moins important que les questions économiques, mais malgré tout, est-ce que ça ne touche pas au cœur de ce dont vous parlez, c'est-à-dire la République, c'est-à-dire la possibilité pour la France de se perpétuer? Oui, je ne dis pas que ça, ces événements ne sont pas agréables à apprendre, mais moi je perçois ça comme des symptômes. Le problème numéro un qu'il y a en France, c'est la perte d'autorité de l'État. De Gaulle avait restauré l'autorité de l'État. Et l'autorité de l'État, autorité, c'est un mot, un beau mot, qui vient du latin auctoritas. Et auctoritas, c'est l'autorité, mais ça a donné aussi le mot auteur. Et l'étymologie est toujours très intéressante parce qu'on ne peut pas avoir d'autorité si vous n'êtes pas l'auteur de vos propres politiques. Macron n'a aucune autorité parce que tout le monde a compris que c'est en fait une marionnette aux mains d'une oligarchie industrielle et financière. Donc les Français ont le sentiment qu'on peut impunément faire un bras d'honneur à l'État parce que de toute façon, il n'y a plus d'autorité au sommet. Le poisson pourri par la tête, disent les Chinois. Et d'ailleurs, c'est même une politique délibérée de l'État, puisqu'on ne cesse de dire aux Français que l'État est trop dispendieux, que l'État, il y a trop de fonctionnaires, que c'est que ça, et que la solution, c'est de passer par les régions ou par l'Europe. Donc, dans cette espèce de sauve-qui-peut général, il est assez naturel que les gens aient tendance à se faire un repli sur eux-mêmes ou des replis communautaires. Voilà. Comment on répond à ça? Comment on évite ce repli communautaire? Eh ben on l'évite. C'est pas un discours. On l'évite en redonnant à l'État son autorité, sa majesté. Si demain, c'est-à-dire là, par exemple, si vous étiez aux affaires, le ministre de l'Éducation nationale, que fait-il face à un syndicat qui donc vit des subventions de l'État et qui des fonctionnaires de la République qui déjà, alors là, vous m'apprenez cette information. Je ne la connaissais pas. Il faudrait que je regarde ça d'un petit peu plus près. Mais si l'information était exactement comme vous me le dites, ce dont je ne doute pas, à ce moment-là, il faut effectivement poursuivre parce que c'est contraire à la loi, tout simplement. Et puis, il y a des programmes scolaires. Mais le problème, si vous voulez, c'est que vous avez, c'est pas moi qui ai inventé, vous avez des programmes qui partent dans tous les sens. On n'apprend plus l'histoire aux enfants. On a ces espèces de foucades, comme par exemple l'écriture inclusive, où j'ai vu que le Premier ministre vient de refuser que ça... On est dans une espèce de débandade généralisée de tout. Donc il faut d'abord restaurer l'autorité de l'État. Moi, ce que je dis, c'est que les dérives communautaires, elles sont le fruit direct du fait que les Français ne reconnaissent plus leur propre pays. C'est pour ça que vous avez des poussées de gens qui se reconnaissent dans la Corse, dans la Catalogne, la Catalonia Nord, c'est les Pyrénées-Orientales, ou bien dans telle ou telle banlieue française où les gens vont d'un seul coup essayer de se replier, un repli communautariste sur la religion. Mais revenons à la France gaulienne, avec une France qui dit zut aux États-Unis d'Amérique, qui sort de l'OTAN, qui mène sa propre politique, qui retire les troupes de l'OTAN, qui se retire de l'OTAN, qui retire ses troupes des théâtres illégaux où on a envoyé nos soldats, qui renoue avec une politique indépendante, notamment en matière internationale, qui renoue avec la grande politique arabe de la France du temps du général de Gaulle, ou la politique russe, vous verrez que tous ces communautarismes vont d'un seul coup se nécroser. D'un seul coup, vraiment? Oui, je pense. Vous ne pensez pas qu'il y a tout de même aujourd'hui quelque chose qui est atteint, c'est-à-dire que c'est de toute façon, dans certaines générations, eh bien, beaucoup d'enfants qui ont grandi dans cette idée que la France est un État postcolonial, qu'ils sont discriminés par un racisme d'État, etc. Vous pensez que ça va se défaire comme ça? Oui, je pense que ça peut se défaire, peut-être pas d'un coup, ça peut se défaire assez rapidement. Moi, je vois que dans notre mouvement politique, nous avons beaucoup de Français d'origine immigrée, notamment du Maghreb. Alors comme ça, on n'a pas le droit de faire la statistique, mais comme ça, à vue de nez, quand je vois les adhésions, je dirais 12 à 15% de Français d'origine maghrébine, pour parler clairement. Je ne parle pas de ceux d'origine polonais, portugais, espagnol, etc., ou du monde entier. D'ailleurs, on a une commission migration que j'ai créée à l'UPR, dont j'ai confié la coordination générale à l'un de nos adhérents qui s'appelle Yavar Siakal-Roudi, qui est d'origine iranienne. Et il y a 6 sous-commissions. Et on a plus de 60 adhérents qui sont là. On a des franco-péruviens, franco-russes, Et c'est un phénomène que je constate.
On a beaucoup de jeunes également qui se retrouvent dans ce discours. Alors j'ajoute par ailleurs, s'agissant des menées islamistes que l'on a en banlieue parisienne ou ailleurs, qu'il faut aussi savoir qui finance, qui est derrière. C'est quand même moi qui, au moment du débat du 4 avril avec les 11 candidats à la présidentielle, c'est moi qui ai mis les pieds dans le plat en parlant du Qatar, en prenant à témoin M. Macron, en disant à Macron pourquoi vous ne parlez jamais de la main du Qatar là-dedans. Maintenant, c'est sur la place publique. Donc on ne doit pas avoir la moindre faiblesse vis-à-vis d'États qui financent le terrorisme et qui financent aussi dans les banlieues françaises la montée en puissance du communautarisme, y compris d'ailleurs les États-Unis d'Amérique, parce que l'ambassade des États-Unis, elle n'est pas inactive dans les banlieues françaises. C'est-à-dire ? Eh ben on le sait, il y a eu, enfin ça s'était sorti, vous savez, il y a des financements, il y a des personnalités qui sont dans les banlieues, qui sont invitées à aller aux États-Unis, etc. Nous devons faire respecter en France les règles de la République, liberté, égalité, fraternité, laïcité, indépendance et souveraineté nationale, et la France doit être la France. C'est tout. Une fois qu'on aura fait ça, vous savez que les Français, lorsqu'ils auront à la tête de l'État quelqu'un qui fait respecter ces principes, croyez-moi, il y aura d'un seul coup, je ne dis pas que tout disparaîtra par un coup de baguette magique, mais d'un seul coup, ce cercle vicieux qui se développe va se transformer en cercle vertueux et les choses vont se résorber. Je crois profondément. Par exemple, on est face à un bouleversement des relations géopolitiques, enfin un bouleversement, en tout cas un repositionnement. Le prince Mohammed Ben Salman s'appuie sur Donald Trump et sur Benjamin Netanyahou pour essayer de mettre en place un axe contre l'Iran, pour retrouver la prééminence dans la région. Emmanuel Macron a raison de se poser en médiateur, d'accueillir Saad Hariri et de, éventuellement, puisqu'il semblerait que ce soit une possibilité, de projeter un voyage en Iran ? Dans l'absolu, je suis favorable, moi, à ce que l'on parle avec tout le monde. Bon, on ne peut pas parler avec tout le monde si on parle déjà du principe qu'on ne parle pas avec certains. Donc que le président de la République se rende en Iran, moi je trouve ça très bien. Qu'il essaie d'aller voir les uns et les autres, c'est très bien. Sur un autre théâtre qui est celui de la Corée du Nord, par exemple, moi je regrette que la France soit l'un des 2 pays de l'Union européenne à ne pas avoir de relations diplomatiques avec Pyongyang. Figurez-vous qu'il n'y a que l'Estonie et la France qui n'ont pas de relations diplomatiques avec la Corée du Nord, et il y a 7 États de l'Union européenne, dont l'Allemagne, qui ont une ambassade à Pyongyang, nous on n'a rien. Moi je trouve à ce moment-là, comment voulez-vous qu'on puisse essayer de faire prévaloir le dialogue si on est d'un côté ? Le problème de M. Macron, si vous voulez, c'est que par ailleurs, il a complètement aligné la France sur l'OTAN, donc il n'est pas très crédible. Il n'a pas une politique qui paraît indépendante, notamment vis-à-vis d'Israël. Sur l'affaire, par exemple, lorsqu'il y a eu les interventions israéliennes à Gaza il y a 2 ans, l'UPR a été le seul mouvement politique à demander que des sanctions soient prises à l'égard d'Israël, parce que c'était quand même une guerre totalement illégale qui était menée. Et par ailleurs, nous ne sommes pas anti-israéliens. Notre mouvement politique, conformément à la pensée du général de Gaulle, a bien entendu reconnaît la légitimité de l'État d'Israël de se défendre. Il faut essayer d'avoir une politique équilibrée au Moyen-Orient. Il faut essayer aussi de ne pas déstabiliser des régimes comme on a participé à l'opération de déstabilisation de la Syrie. Heureusement, on n'avait pas participé à l'opération en Irak. Si la France ne s'était pas alignée sur Washington sur l'affaire syrienne, on aurait, à mon avis, plus d'audience dans la région. Voilà. Simplement, vous disiez tout à l'heure, je suis un insider qui a choisi de remettre en cause le système. Est-ce qu'on a la possibilité réellement de remettre en cause ce système ? Je pense que ce terme « insider », il est présent dans le livre de Yanis Varoufakis, qui explique que c'est en gros ce qu'on lui a expliqué, ce que lui ont expliqué les instances européennes. Vous avez le choix, soit vous êtes un insider, soit vous êtes un outsider. Donc si vous voulez ne pas vous faire détruire et éliminer, il faut accepter d'être un insider, il faut accepter certaines règles. Alors, visiblement, il semblerait que chez les Grecs, en tout cas, il n'y ait pas eu moyen de faire autre chose que d'accepter les règles du jeu telles qu'elles étaient posées. Alors comment la France pourrait, elle, refuser les règles du jeu ? Alors d'abord, la France, c'est pas la Grèce. La Grèce reste un petit pays. Le PIB de la Grèce est faible par rapport au PIB, oui, mais de la France. Ça fait quand même depuis, en gros, les années 90 que des hommes politiques français expliquent qu'en gros, on ne peut pas être élu en France si on n'est pas pro-européen. Oui.
C'était, paraît-il, le théorème ou le lemme, plus pour parler en termes mathématiques, le postulat que Mitterrand aurait dit à Chirac: on ne peut pas être élu président de la République si on est contre l'Europe. À Chirac, à Édouard Balladur, tous. Oui, ben, toutes très bien. passées. Mais qu'est-ce que voulez-vous que je vous dise? Moi, ce dont je suis convaincu, c'est que M. Varoufakis, il appartenait à une coalition qui, de toute façon, était battue, puisqu'il s'était fait élire sur le projet de rester dans l'Union européenne et de la modifier. Alors j'explique, moi, depuis 10 ans que j'ai créé l'UPR, qu'on ne peut pas modifier la construction européenne. Elle n'est pas modifiable. Pourquoi? Parce que juridiquement, il faut l'unanimité des États membres, c'est l'article 48 du traité de l'Union européenne, pour modifier une virgule dans un traité. Alors les traités peuvent être modifiables, mais si tout le monde va dans le sens de ce que souhaite l'oligarchie qui pousse, par exemple, le CETA, etc. Mais là, ce que veulent Madame Le Pen, M. Dupont-Aignan, M. Mélenchon, mais aussi d'ailleurs M. Fillon, M. Wauquiez ou Madame Artaud, M. Poutou, etc. Tous ces gens qui nous proposent une autre Europe, en réalité, ils voudraient modifier les traités européens au bénéfice exclusif de la vision que eux ont de nos intérêts français. Et encore, ils ne sont même pas d'accord entre eux. L'Europe version Le Pen n'a rien à voir avec l'Europe version Mélenchon, qui n'a rien à voir avec l'Europe version Eva Joly, par exemple. Donc, ils font comme s'ils pouvaient modifier quelque chose qui n'est pas modifié, puisqu'il faut l'unanimité. Et ils font tous silence sur quand même la question la plus bête qui soit, mais moi j'adore les questions bêtes, ce sont les meilleures. Pourquoi est-ce que l'Europe est comme elle est ? Pourquoi est-ce que l'Europe est comme elle est? Elle n'est pas sortie d'un chapeau, elle n'est pas tombée du ciel. Ça fait 60 ans de négociations. Les Français, pendant 60 ans, à travers tous les gouvernements, ils ont eu des plénipotentiaires qui ont négocié. Est-ce que c'est pas tout simplement parce qu'il y a une idéologie dans la classe dirigeante française qui acceptait ce genre de choses? On s'est jamais battu pour essayer de remettre en cause. C'est pas tout à fait vrai. Il y a une idéologie qui est qu'il faut construire l'Europe. Et donc, quand on met 6, puis 9, puis 10, puis 12, puis 15, puis 25, puis 27, puis 28 États, et qu'on les met autour d'une table, et plus il y a d'États, plus les intérêts sont inconciliables, et qu'on leur dit de toute façon il faut que vous avanciez, eh bien les États sont obligés de faire des compromis. C'est obligé. Il y a aussi l'idée que le libre-échange, c'était formidable, que la libre circulation des hommes et des capitaux, c'était formidable. C'est aussi ça. C'est-à-dire qu'il y a eu une adhésion de la classe dirigeante française. Mais dans les débuts, mais ce que je pense aussi, si vous voulez, c'est qu'il y a eu un effet d'engrenage. C'est-à-dire que les gens se sont laissés entraîner. Vous savez, les carrières politiques, ça se bâtit sur des décennies. Donc quelqu'un qui, par exemple, je pense que dans les années 70 du XXe siècle, il y avait d'un côté le programme commun de la gauche. Je ne sais pas si il y a un certain nombre d'auditeurs qui ont comme moi un certain âge, donc qui se rappellent. Je me rappelle quand j'étais. Les autres iront lire. J'étais à HEC. Bon, dans les années 70, du temps de Giscard, il y avait la majorité et la gauche. La droite, ça n'existait pas. Le mot droite n'existait pas. Il a fallu attendre le 10 mai 1980, 20h03 pour d'un seul coup on entend la télévision française le mot droite. C'était obscène. Donc il y avait la majorité et la gauche. Bon, les gens qui n'étaient pas favorables au programme commun de la gauche avaient tellement peur d'être taxés, d'anticommunistes et autres, qu'ils se sont tous précipités dans la construction européenne, qui était une façon d'être moderne sans être communiste. C'était ça l'état d'esprit des années 70. On a tendance à oublier que l'Union soviétique a gagné du terrain tout au long des années 70. On a oublié que le Vietnam est passé communiste en 75, le Cambodge, le Laos, l'Angola. Il y avait donc toute une... Après, ça a été l'Afghanistan. Donc il y a eu toutes les années 70 ont été marquées par le fait que la sphère communiste s'étendait. Et donc, je pense qu'en Europe occidentale et en France en particulier, une façon pour les jeunes, comment dirais-je, responsables politiques qui bâtissaient une carrière pour montrer qu'ils étaient quand même à la page, ils étaient pro-européens. Puis après, ils ne peuvent pas vraiment faire machine arrière. Pour en revenir à Varoufakis et à Tsipras, moi, je suis absolument convaincu d'une chose, c'est qu'il faut être, comme disait Charles de Gaulle, l'homme d'une grande querelle. C'est-à-dire, on ne peut pas biaiser sur la souveraineté nationale. Hein, j'ai déjà cité ce proverbe turc que j'aime bien, on n'est pas un peu enceinte. On est enceinte ou on n'est pas enceinte. Ben, c'est pareil pour un État. Il est indépendant et souverain ou il ne l'est pas. Et donc l'idée selon laquelle on est dans l'Union européenne, mais on va faire... Ça marche pas. Les gens se sont fait élire, Tsipras et Varoufakis, ils s'étaient fait élire sur le projet de rester dans l'Union européenne. Après ça, vous êtes cuits. C'est la raison pour laquelle je suis si insistant quand on m'invite pour dire que nous n'avons rien à voir, ni avec Madame Le Pen, ni avec M. Dupont-Aignan, ni
avec monsieur Mélenchon, ni avec leur parti, parce que tous ces autres partis proposent, eux, de rester dans l'Union européenne et promettent qu'ils vont changer. Or, ils ne le pourront pas. Est-ce que c'est pas ça, justement, qui explique que vous ayez fait 0,92%? Non, pas du tout. C'est-à-dire que les Français n'ont pas envie de sortir de l'Union européenne. Ça leur fait peur. Mais écoutez, d'abord, si j'ai fait 0,92%, c'est aussi parce que j'ai eu 1% du temps de parole, que les Français, dans leur grande majorité, m'ont découvert 5 semaines avant le premier tour, et que pendant les 3 premières semaines, on m'a présenté comme barbe bleue. Tous les médias, tous se recevaient, mais vous avez peut-être des raisons, vous allez peut-être m'expliquer pourquoi, ils disaient tous la même chose, tous les journalistes, on dit-vous que vous êtes complotistes, on dit-vous que vous êtes... Je dis, mais c'est qui on? C'est-à-dire que pendant les 3 premières semaines, il a fallu que je me justifie de cette accusation. Il n'y a d'ailleurs jamais eu de débat. Il n'y a pas eu de débat. Même le truc à 11, le 4 avril, c'était une succession de monologues. C'était des silos. Voilà, chacun était dans son silo et répondait, mais il n'y a jamais eu de vrai débat contradictoire. Donc, moi, j'explique ça comme ça. Je n'ai pas bénéficié de... J'ai eu le strict... j'ai même pas eu le strict minimum du point de vue des médias, puisque j'ai eu 1% du temps de parole. Et par ailleurs, il y a tous les débats qui sont organisés par les journalistes. Lorsqu'il y a des commentateurs le vendredi soir, les experts qui parlent, voilà où en est la campagne, ils parlaient toujours de 5 candidats. Madame Le Pen, Monsieur Fillon, Monsieur Hamon, Monsieur Mélenchon, Monsieur Macron. Et les autres n'existaient pas. Donc, pour le grand public, écoutez, j'ai déjeuné à midi dans un restaurant. Et il y a, comme c'est tout le temps, le cas des gens qui sont venus me voir en me disant voilà, vous êtes formidable. Je dis bah oui, c'est vrai, je suis formidable. Est-ce que vous avez voté pour moi? Ils m'ont dit non. Alors je dis moi pourquoi? Et il m'a dit non, parce que on savait que vous n'alliez pas faire un bon score. On a voté utile. Voilà. C'est uniquement ça. C'est-à-dire que vous pensez qu'il y a des gens qui veulent sortir de l'Union européenne, qui pensent que ce serait possible et que ce serait bon pour la France, mais qui ne sont pas allés voter pour vous pour voter utile? Je pense que... alors, il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont trouvé que ce que je disais était intéressant, mais c'est ce que les Américains appellent la self-fulfilling prophecy, la prophétie auto-réalisatrice. Ils se sont dit... Ce monsieur va faire 0,5, donc autant faire en sorte que je vote pour Madame Le Pen, pour Monsieur Mélenchon, parce qu'eux, ils seront au deuxième tour. Voilà ce qu'un certain nombre de gens se sont dit. Vous m'avez interrogé par ailleurs sur l'idée sur laquelle les Français, ça leur ferait peur de sortir de l'Union européenne. Je réponds, bien sûr. Comment pourrait-il en être autrement, puisque du berceau à la tombe, on explique aux gens qu'il n'y a pas d'autre possibilité que de construire l'Europe, et que si l'on est contre, c'est que l'on est soit un imbécile, soit un salaud. C'est-à-dire que l'on voudrait de nouveaux Verdun, une nouvelle Première Guerre mondiale, une nouvelle Seconde Guerre mondiale, voire des camps de concentration. Sans expliquer ça. Ici, on n'expliquera pas ça. En revanche, on peut vous interroger sur, par exemple, la façon dont ce serait possible d'organiser ça sans qu'il y ait immédiatement une fuite des capitaux. Mais j'ai déjà eu l'occasion... Non mais Madame Polémy, j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer. Notamment, je suis le seul candidat à avoir fait depuis plus de 2 ans et demi une conférence qui s'appelle Le jour d'après. J'invite toutes les personnes qui ne la connaissent pas à aller voir cette conférence qui s'appelle Le jour d'après, où j'explique comment faire. Si on sort de l'euro, bien, il faudra rétablir le contrôle des mouvements de capitaux. C'est d'ailleurs dans notre programme. Et d'ailleurs, c'est au-delà, ça ne concerne pas uniquement que l'euro. J'explique depuis des années que tant qu'on aura l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui impose la totale liberté de circulation des mouvements de capitaux, donc depuis 92, sous De Gaulle, sous Pompidou, sous Giscard, sous Mitterrand, première manière, ça n'existait pas. Et c'était pas la France, c'était pas la Corée du Nord. Bon. Depuis 92, la totale liberté de circulation des mouvements de capitaux est l'origine même des délocalisations et de la destruction du tissu industriel français. Donc de toute façon, si on reste sous l'empire de ce dogme de totale liberté de circulation des mouvements de capitaux, dans 20 ans, la France sera devenue Venise, c'est-à-dire que ça sera un musée. Donc de toute façon, il faut le faire. Et effectivement, pour sortir de l'euro, il faudra rétablir le contrôle des mouvements de capitaux. Mais regardez, au moment de la crise à Chypre, ce sont les institutions européennes les premières qui ont rétabli le contrôle des mouvements de capitaux vis-à-vis de Chypre. Voilà. Oui, mais quand il s'agit de préserver le système bancaire, on trouve, il y a toujours, ils peuvent toujours. Et là, d'un seul coup, les médias ne disent pas que c'est surtout quand on limite la invraisemblable. circulation de monnaie fiduciaire. Il y a des gens qui disent, les gens qui me disent, vous vous rendez compte si on sort de l'Union européenne? Moi, je réponds, et vous vous rendez compte si on y reste?
Parce que c'est aujourd'hui qu'il y a le désastre. Regardez l'évolution de la pauvreté en France, de la pauvreté partout. Vous avez vu, on a appris qu'en Allemagne, l'année prochaine, il va y avoir 1 200 000 sans-abri. Oui. 1 200 000 SDF en Allemagne, que l'on nous donne par ailleurs en modèle. Le pays de l'Union européenne qui a le plus fort taux d'inégalité. On a la pauvreté qui se développe. Le tissu industriel français part en quenouille. Notre agriculture, notre défense, etc. C'est maintenant le désastre. Donc, vous ne croyez pas une seconde qu'Emmanuel Macron, par exemple, avec la politique qu'il essaye de mener, peut améliorer les choses. Regardez, il ne fait pas ce qu'il avait annoncé pendant sa campagne. C'est-à-dire que pendant sa campagne, il nous expliquait que les travailleurs détachés, c'était formidable. Il nous expliquait que l'Europe telle qu'elle était, c'était formidable. Et une fois qu'il est au pouvoir, en revanche, il tente de renégocier la directive travailleurs détachés. Il essaye d'infléchir tout de même. Il a un projet qui permettrait, qui à terme veut empêcher, contrôler le dumping fiscal. Vous n'y croyez pas? Il est allé se répandre, il est allé en Bulgarie pour critiquer la première ministre de Pologne, Mme Beatrice Szydło, qui l'a renvoyé aussitôt dans ses buts. Et il n'a rien fait. C'est quoi la directive de travailleurs détachés? Ça a été réformé, c'était déjà dans les tuyaux. Il n'a strictement rien obtenu. Il y a toujours des travailleurs détachés. Et d'ailleurs, le secteur le plus important, c'est-à-dire celui du transport routier, n'est pas concerné. Non, monsieur Macron, il fait comme son prédécesseur. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est un opéra de Verdi, marchons, et puis il fait du surplace. Il ne se passe rien. Donc voilà, il est là, il commente l'actualité. Nous avons des gens qui commentent l'actualité. C'est normal, il n'a plus les manettes. Il tente quand même d'agir. Il réforme le droit du travail, il réforme la formation professionnelle, non? C'est pas qu'il réforme le droit du travail. Il applique les directives fixées par les rapports des grandes orientations des politiques économiques. C'est pas vous qui allez dire le contraire, donc, puisque vous en avez parlé, je crois même, dans votre ouvrage récemment, les GOPÉ. Oui. Eh bien, ces grandes orientations de politique économique, elles s'appliquent à la France, et donc il est en fidèle petit télégraphiste, comme avait dit Mitterrand, en fidèle petit télégraphiste de ce qu'on demande à Bruxelles, il essaie d'appliquer ça à la France. Alors, évidemment, il n'est plus candidat. Il est en fonction. Et donc, en fonction, il a quand même les rapports qui lui remontent des préfectures. Il sait quand même bien que ça se passe pas bien. Il sait quand même bien que la France est une marmite qui bouillonne. Donc, il essaye de temps en temps d'aller un peu moins loin, de faire un jet, de faire un discours. Là, il a fait un discours, j'ai vu... Ah oui, par exemple, en ce moment, c'est ce qui bouillonne en ce moment, c'est les mairies, les collectivités locales. Donc là aussi, ça participe directement des restrictions budgétaires exigées par Bruxelles et d'une idéologie qui consiste à vouloir supprimer les départements et à faire des grandes régions pour ultérieurement... pour l'instant, on n'a pas supprimé les départements et Emmanuel Macron n'a pas expliqué qu'il allait le faire. C'est quand même en programme de 2020. Ça avait été vaguement annoncé, la suppression des départements. On est dans une situation, si vous voulez, il n'y a pas de réflexion. Et vous avez eu HSBC, la banque HSBC, il y a eu un redressement fiscal de 1,4 milliard d'euros. Bon. Au lieu de dire 1,4 milliard, sinon dégagez, Bercy a transigé finalement 300 millions d'euros. Donc on a fait cadeau de 1,1 milliard d'euros à HSBC à cause dans ce redressement fiscal. On a transigé. Bon. Et au même moment, le gouvernement vient d'annoncer un nouveau plan d'économie où on va tailler de nouveau dans les hôpitaux, dans ci, dans ça, et dans les collectivités locales pour économiser 850 millions d'euros. C'est-à-dire qu'on a donné plus à HSBC que les économies qu'on va faire pour encore tailler dans le vif du fonctionnement de l'État. Vous trouvez ça normal? Moi, je dis que ça n'est pas normal. Je dis qu'on a des gens qui obéissent à une oligarchie financière et industrielle qui se joue des frontières. Parce que, au passage, s'il n'y avait pas la liberté de mouvement de circulation de capitaux, s'il n'y avait pas des scandales du type LuxLeaks, si on ne savait pas que Microsoft et toutes les grandes entreprises peuvent sortir des dizaines de milliards d'euros sans impôts, on arriverait beaucoup plus à équilibrer le budget. Pourquoi notre budget n'est jamais équilibrable, si j'ose dire? C'est parce que nous n'avons plus la ressource fiscale. Et ceci découle directement de la libre circulation des mouvements de capitaux à l'intérieur de l'Union européenne. Mais les mouvements de capitaux, il faut aussi pouvoir en jouer, c'est-à-dire attirer les investisseurs. Comment on les attire? Comment on fait venir suffisamment d'argent pour qu'il soit injecté dans les entreprises françaises? Parce que c'est aussi ça qui permet de faire marcher une économie. Aujourd'hui, l'économie française manque d'investissement. Oui, mais qui investit en France? Qui investit en France? Les grandes entreprises françaises, elles désinvestissent justement pour aller investir dans des pays à très bas coût de salaire. Ce qui se passe, c'est que vous avez des gens style General Electric, ou des hedge funds, ou des fonds d'investissement qui viennent, effectivement, ou des fonds vautours, vulture funds, comme on dit aux États-Unis, qui viennent
acheté comme General Electric qui achète Alstom. Bon. Qui fait une promesse, il a créé 1500 emplois. En fait, pour l'instant, le bilan, c'est moins 500 emplois. Et ils sont en train, ils vendent des trucs par appartement, c'est tout. Et oui, regardez ce qui se passe en ce moment avec Hydro Alstom. Donc en fait, on a les investisseurs qui investissent en France, c'est très souvent pour licencier, faire ce que j'ai trouvé. Alors c'est extraordinaire, je suis allé à Hydro Alstom à Grenoble. Il y a 800 salariés, ils fabriquaient les turbines pour les barrages. Ils vont en supprimer 345. C'est-à-dire 44% du nombre d'emplois, et ça s'appelle le PSE, Plan de sauvegarde de l'emploi. C'est quand même extraordinaire. On appelait ça, il y a encore quelques années, un plan de licenciement massif. Maintenant, on appelle ça un plan de sauvegarde de l'emploi. Donc ils vont faire ça, et puis dans 1 an ou 2, ils vont dire oui, mais vous comprenez, il y a plus de 400 personnes, c'est en dessous de la taille critique, et on ferme, et tout va être centralisé à Cherbourg. L'idée, c'est de dégager le maximum de profit, d'avoir du cash, de vendre les choses par appartement. On n'a pas affaire à des investisseurs, on a affaire très souvent à des dépeceurs, en fait. Des gens qui sont là pour dégager un profit maximum. C'est une espèce de raisonnement à court terme systématique. Et le problème, c'est qu'il n'y a plus en France, on en parlait dans notre table ronde à Valère, l'après-midi de samedi. Parce que la deuxième table ronde était sur l'industrie. Sur l'industrie. Il n'y a plus de stratégie industrielle au niveau de l'État. On avait une volonté sous De Gaulle et Pompidou, c'était l'impératif industriel. On avait une stratégie industrielle, et conformément au génie français, les Français, c'est un vieux peuple, il a besoin de l'État. De Gaulle, c'était De Gaulle de Perfit raconte que De Gaulle un jour lui dit « En France, pour les grands projets industriels, disait De Gaulle, il faut mettre de l'État, sinon ça merdoit, disait le général. » Eh bien, c'est vrai, c'est comme ça. On a eu des très grands... Il faut une planification, quoi. Oui, alors ça a un petit parfum soviétoïde, mais regardez quand même ce qu'avait fait Marcel Boiteux, qui était un gigantesque capitaine d'industrie, qui avait fait l'EDF, qui est quand même le premier électricien mondial. On a eu des fleurons, la SNCF, et EDF avait donné naissance à la filière électronucléaire avec Areva et avec Alstom. La SNCF a donné naissance au TGV avec Alstom. On a eu ça, c'est le génie français. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec les États-Unis. Mais maintenant, on nous force à avoir une identité comment dirais-je, qui ne correspond pas à notre génome, si vous voulez, de 2000 ans ou 1500 ans depuis le baptême de Clovis. On force les Français à devenir des Américains, à faire de l'ultra-court-termisme. Les grands capitaines d'industrie qui étaient les grands ingénieurs des ponts, les polytechniciens qui ont fait de la France l'un des plus beaux réseaux routiers mondiaux, parmi les meilleurs ingénieurs du monde. Maintenant, ils font quoi? Ils vont chez Goldman Sachs pour faire de la spéculation. On a été envahi culturellement par la vision anglo-saxonne de l'ultra-court-termisme, avec les conséquences qui en découlent, c'est-à-dire la destruction de notre tissu industriel. Mais ça se retourne, des choses comme ça? Oui, je pense. Je veux dire, cette mentalité, comment on la modifie? Est-ce qu'on a encore les compétences? C'est la raison pour laquelle il faut, comme je le disais tout à l'heure, être l'homme d'une grande querelle. Le débat aujourd'hui, c'est pas un débat du rafistolage. Il faut, comme disait De Gaulle, regarder les Américains droit dans les yeux, et ils finissent par s'y faire. Il faut que les Français disent maintenant, c'est terminé. La construction européenne, l'OTAN, sont des entreprises de suggestion, de vassalisation à une géopolitique qui sert les intérêts d'un autre État au monde qui s'appelle les États-Unis d'Amérique, et d'une oligarchie industrielle, parce qu'il y a aussi des grands capitaines d'industrie, etc., qui sont d'accord avec cette politique. Maintenant, c'est terminé. Et ce n'est pas une vue de l'esprit. Moi, ça fait plus de 10 ans que je dis ça. Pendant les 5-6 premières années, on m'a considéré comme un Olibrius. Mais depuis que les Britanniques ont décidé... Ben, je peux dire, moi, je vois que les esprits évoluent beaucoup. J'ai vu il n'y a pas très longtemps un ancien ministre de Jacques Chirac qui a voulu me voir. Il était à 2 doigts d'adhérer à notre mouvement politique. Parce qu'il y a un moment à partir duquel il faut que les gens... voilà, il faut que les gens regardent la réalité en face. On ne va pas pouvoir encore biaiser très longtemps et continuer, comme on fait depuis 60 ans, à promettre une autre Europe qui n'arrivera pas. Et en ce moment, les événements se précipitent. Et dans tous les pays, rappelez-vous, il y a encore quelques mois, la presse française disait « oui, succès pour Mme Merkel et autres ». En fait, l'Allemagne est devenue ingouvernable. Mme Merkel, on assiste sans doute à la fin de Mme Merkel. Il va peut-être y avoir de nouvelles élections. S'il y a de nouvelles élections, il y a une probabilité non négligeable que Alternative für Deutschland, le mouvement qui là c'est très à droite, qui veut notamment sortir de l'euro, continue à grimper. Dans tous les pays de l'Europe, il y a maintenant des forces comment dirais-je, centrifuges qui se sont mises en... On vous répondra que c'est l'occasion ou jamais pour la France de prendre le fameux leadership de l'Europe, puisque le Time nous explique que Emmanuel Macron va prendre le leadership de l'Europe.
Non. J'ai qu'il y ait le leadership de la France. Il n'y a pas de leadership. C'est d'ailleurs exactement la une du Time. Encore faudrait-il... Ah il y avait la petite astérisque. Encore faudrait-il qu'il parvienne à diriger absolument. la France. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y avait eu un scandale sur Twitter, parce que c'était les services de communication de l'Élysée qui s'étaient réjouis de la une. Ils n'avaient pas vu le petit truc. Moi, j'en ai assez de ces histoires de leadership. C'est comme le couple franco-allemand. Je l'ai dit et redit depuis... Maintenant, c'est sur la table, d'ailleurs. Les gens se rendent compte que cette analyse est la bonne. En France, on fait croire aux Français qu'il y a un couple franco-allemand qui permet de diriger l'Europe. Bon. C'est faux historiquement. Ça remonte au traité franco-allemand de l'Élysée de janvier 63, du 22 janvier 63, où De Gaulle avait signé un accord avec Adenauer pour essayer de découpler géopolitiquement l'Allemagne de l'Ouest des États-Unis. Voilà. Et il avait voulu, et plaçant l'Allemagne sous la primauté de la France. Ça n'a pas marché. Parce que les Allemands, de même que les Anglais préféreront toujours le grand large, comme l'avait dit Churchill, les Allemands préféreront toujours les États-Unis à la France, ne serait-ce que parce qu'il y a beaucoup d'Allemands qui ont émigré aux États-Unis au XIXe siècle. Il y a des régions entières aux États-Unis qui sont peuplées d'Allemands. Et vous avez Boeing, enfin beaucoup de dirigeants du monde industriel, ou Marlène Dietrich, etc., ou Donald Rumsfeld, qui sont d'origine allemande. Bon, donc... De Gaulle avait voulu faire ça, ça n'a pas marché puisqu'en juin 63, il y a eu le Bundestag a voté un protocole d'interprétation de ce traité de l'Élysée où ils ont réintroduit dans le traité tout ce que De Gaulle avait voulu chasser. C'est-à-dire il est question des États-Unis, de l'Alliance Atlantique, de la nécessité que le Royaume-Uni entre dans le marché commun, de l'OTAN, etc. Donc tout ce que De Gaulle avait voulu faire dans son traité franco-allemand de l'Élysée, qui consistait à ne pas parler ni des Anglo-Saxons, ni des États-Unis, ni de l'OTAN, ni du GATT, mais avoir une alliance franco-allemande, tout ça avait été réintroduit. De Gaulle dira d'ailleurs quelques jours après à Perfit, les Allemands avaient été mon grand espoir, ils sont mon grand désappointement. Et à partir de ce moment-là, De Gaulle va lancer une autre politique. Il reconnaît la République populaire de Chine. Il entame la politique de détente vis-à-vis de l'Union soviétique. Il se rend au Mexique au printemps 64 et en Amérique du Sud à l'automne 64, etc. Il va faire toute la fin des années 60. Il va aller dire au Québec, vive le Québec libre, etc. En fait, il se paye la tête des États-Unis et il fait sortir la France du commandement militaire intégré l'automne 66. Donc, à partir de ce moment-là, on véhicule en France l'idée qu'il y aurait un couple franco-allemand. C'était peut-être vrai sous De Gaulle, mais c'était De Gaulle et c'était l'Europe des 6. Mais maintenant, c'est pas De Gaulle, on s'en est aperçu. Et deuxièmement, c'est pas l'Europe des 6, c'est l'Europe à 28. Et les balances commerciales sont pas exactement les mêmes, ni la puissance industrielle. Accessoirement. Mais surtout, vous avez des pays... Imaginez que vous soyez première ministre polonaise, ou président du Conseil italien, ou Premier ministre espagnol. Vous croyez que ça vous fait plaisir quand vous voyez Mme Merkel et M. Macron dire « c'est nous qui dirigeons l'Europe » ? Non, ils ne sont pas du tout d'accord. C'est d'ailleurs ce qu'a dit la Première ministre polonaise, Mme Szydło, justement, quand elle a répondu à Macron. Elle a dit « la France, elle est l'égale des autres, elle n'a rien à voir, c'est pas elle qui dirige l'Europe. » Voilà. Donc le couple franco-allemand fait bondir de fureur les dirigeants des autres pays d'Europe. Et c'est normal, puisque c'est un couple, c'est une union à 28. Donc arrêtons de parler du couple franco-allemand, d'autant plus. Alors nous, on a des adhérents en Allemagne. Une fois, j'avais fait une conférence à Paris, puis il y a une de nos adhérentes qui était venue, qui était allemande d'origine, mariée à un Français, et elle est venue me voir à la fin de la conférence, et elle m'a dit « Mais monsieur, vous avez raison. Je ne comprends pas. En France, on parle toujours du couple franco-allemand, mais en Allemagne, on ne parle jamais du couple germano-français. On parle du couple germano-américain. » Ils ont signé, Gerhard Schröder a signé avec George W. Bush, il avait signé das Deutsch-Amerikanische Bündnis für das 21. Jahrhundert, c'est-à-dire l'alliance germano-américaine pour le XXIe siècle, ce que Mme Merkel a ratifié aussi. Donc vous voulez dire que si la France s'affranchissait de l'Union européenne, imaginons qu'elle le fasse, on ne pourrait pas envisager une nouvelle association sur un noyau dur avec des pays qui auraient à peu près le même niveau de dépenses sociales, le même niveau de protection sociale, le même niveau d'impôt sur les sociétés, le même niveau industriel qui permettrait de faire une union pour rapprocher les forces. Mais j'avoue qu'il y a quelque chose qui m'échappe dans ce raisonnement. Je crois que moi, j'ai une vision beaucoup plus optimiste de l'avenir, du futur et du XXIe siècle. À notre époque,
il n'y a plus aucune justification, ni morale, ni même pratique, pour faire un distinguo entre les États, entre les peuples et les nations. L'idée de construire l'Europe, me paraît, c'est une idée qui remonte, vous savez, à Dante Alighieri, qui remonte au XIIIe siècle, et même avant. C'est une espèce d'idée de chrétienté universelle. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune raison pour que la France, par exemple, veuille avoir une politique nécessairement commune avec, je ne sais pas moi, avec la Belgique, les Pays-Bas ou l'Italie, plutôt qu'avec le Japon, le Brésil, l'Algérie. Peut-être une proximité à la fois culturelle, la proximité d'intérêt. culturelle, je suis d'accord qu'il y a une proximité culturelle avec les Belges wallons et avec les Suisses romands, c'est vrai. Bon, mais, avec l'Italie peut-être un peu aussi. Oui, avec l'Italie. Même avec l'Espagne, allez, soyons fous. C'est déjà moins évident, mais je suis désolé. Il y a beaucoup plus de proximité culturelle. Êtes-vous déjà allé en Tunisie? On est d'accord. Tout le monde parle le français. Regardez, quand j'y suis allé il y a quelques années, ils me parlaient tous de Pierre Chazal. Il peut y avoir des différentes formes d'association et de proximité. Oui. C'est-à-dire qu'on peut faire une union méditerranéenne et on peut faire aussi une union d'une forme différente et sur différents types de politiques avec d'autres pays qui seraient européens. Et qui permettrait d'abord d'élargir des marchés. Mais il faut un concert des nations. Lorsque la France... Regardez la Suisse. La Suisse, elle n'est pas dans l'Union européenne. Elle a des relations, et des relations commerciales, industrielles, techniques, culturelles, etc., migratoires, avec l'ensemble des pays du monde. Une fois que la France sera sortie de l'Union européenne, elle ne va pas devenir la Corée du Nord. Elle gardera toujours, je l'avais expliqué pendant la campagne, d'ailleurs je n'ai même jamais été démenti, on a actuellement quelque chose comme 264 ambassades et consulats et représentations dans des organisations internationales. Si nous sortons de l'Union européenne, nous fermerons la représentation permanente à Bruxelles auprès de l'Union européenne, la représentation permanente auprès de l'OTAN, puisqu'on sortira de l'OTAN, et puis peut-être une troisième, oui, sur la politique étrangère de sécurité et de défense. On fermera 3 représentations permanentes, mais on pourra très bien ouvrir une ambassade à Bruxelles auprès des communautés, si tant est qu'elles existent encore, et également auprès de l'OTAN, puisque, comme le font, je crois, la Russie ou la Chine. Donc au total, on gardera nos 264 ou 263 représentations diplomatiques. On ne va pas fermer notre ambassade de France à Brasilia ou à New Delhi parce qu'on sort de l'Union européenne. En revanche, si on reste dans l'Union européenne, on va peut-être être amené à fermer nos ambassades parce qu'on va peut-être être amené, dans les années qui viennent, à fusionner. Il y a déjà des projets, vous savez, par exemple, à Oulan-Bator en Mongolie, vous avez déjà une ambassade franco-allemande. Donc, c'est notre appartenance à l'Union européenne qui est en train de nous faire disparaître de la surface du monde comme n'étant plus qu'une espèce de région. Mais une fois que j'ai dit ça, nous aurons toujours des milliers. J'avais fait le compte, il y a 6686 traités qui la France au reste du monde. Ils vont rester, ces traités. Donc, pourquoi la Suisse ou l'Islande ou la Norvège se portent-elles dans l'Union européenne bien et que la France ne pourrait pas l'être? C'est ça qu'il faut se sortir de la tête. C'est qu'il y a une idée fausse qui consiste à dire il faut absolument fusionner. Mais pourquoi fusionner? Sans absolument fusionner. Mais on aura des accords de... S'associer. C'était d'ailleurs l'idée au départ de la construction européenne et De Gaulle ne s'est pas opposé à cette idée-là tant qu'il y avait justement un principe de cohésion, c'est-à-dire avec des pays qui avaient à peu près le même niveau, et un principe de préférence communautaire, c'est-à-dire qu'il s'agissait avant tout de favoriser ces pays qui acceptaient de travailler ensemble. S'agissant de la pensée de Gaulle, je me permets de renvoyer à ma conférence qui s'appelle « Qui gouverne la France ?», où j'explicite très exactement ce qu'a voulu faire De Gaulle. Bon, les gens en parlaient d'ailleurs tout à l'heure. En fait, il s'est heurté à un bec, à un os, et donc ensuite, c'est pour ça qu'il a complètement changé de stratégie, qu'il a commencé à reconnaître la Chine populaire, etc. Ça n'a plus rien à voir avec la construction européenne. Simplement, ce que De Gaulle était, c'est qu'il n'était pas majoritaire pour éventuellement sortir du marché commun. Pourtant, il l'avait envisagé. Mais encore une fois, je ne vois pas pourquoi... on devrait penser qu'il faut absolument faire des fusions, des unions d'États. On a des alliances, on a des traités, des unions, mais on a des traités, Alliance, c'est tout. Mais on a des traités. L'ONU, ça sert. Il y a l'ONU, vous avez des traités internationaux. L'ONU, c'est quand même autre chose. Non. Pourquoi? Vous avez, quand on a un différend, on règle ça dans le cadre de la Cour internationale. Oui, mais là, je ne parle pas de différend, je parle du fait de se mettre ensemble, justement, de travailler ensemble. Mais se mettre ensemble, par exemple, parlons d'Airbus. Il faut faire la différence entre les coopérations internationales et les coopérations et l'intégration supranationale. C'est pour ça que je vous parlais de coopération renforcée avec d'autres pays. Mais je suis favorable aux coopérations internationales, bien entendu.
Ça marche. Je l'ai expliqué aussi dans une autre de mes conférences. Mais là, par exemple, Airbus n'a rien à voir avec le périmètre Airbus, de... Ça n'a rien à voir avec l'Europe. Une coopération internationale, mais qui n'a rien à voir avec l'Europe. Voilà, une association entre pays qui ont une proximité et qui acceptent de travailler ensemble. Mais je suis pour. Mais vous savez que dans l'Airbus A380, c'est les États-Unis d'Amérique qui représentent 35%, 38% de la valeur ajoutée de l'avion. C'est la part d'Airbus, c'est la part des États-Unis, c'est 38% lorsque ils ont déjà toute l'électronique embarquée, sans schéma autorisé pour Pratt & Whitney. Mais vous avez aussi la Russie dans Airbus A380. Vous avez 10 entreprises japonaises, entreprises chinoises. En revanche, vous avez 15 des 28 membres de l'Union européenne qui ne mettent pas un clou, un rivet dans Airbus. Oui, bien sûr. Donc ça veut dire quoi, ce que je veux dire? Ça veut dire que bien sûr qu'on est pour les coopérations internationales. Pourquoi on ne le ferait pas? Au contraire. Airbus, c'est un excellent exemple, comme Ariane Espace, mais ça n'a aucun rapport avec la construction européenne. Et d'ailleurs, moi je trouve que pour désamorcer les tensions qu'il peut y avoir des deux côtés de la Méditerranée, il faudrait qu'il y ait des coopérations internationales beaucoup plus importantes. Par exemple avec l'Algérie, par exemple avec la Tunisie, le Maroc, avec la Syrie, la Turquie, la Russie, avec la Chine, l'Inde. Le monde d'aujourd'hui est un monde où il y a une compénétration des intérêts mondiaux entre 195 pays du monde. Et donc, il est tout à fait bien. Écoutez, moi, j'ai accompagné Jacques Chirac en Chine. Il était là pour militer pour des coopérations franco-chinoises. Il y a des quantités de pays où j'avais accompagné Jacques Chirac au Brésil, etc., en Argentine. À chaque fois, il signait des accords stratégiques de coopération. C'est très bien qu'il en soit ainsi. Est-ce que vous êtes gaulliste jusqu'au dernier de Gaulle, c'est-à-dire celui de 69, qui pense à la décentralisation, à la participation, c'est-à-dire à réinsuffler de la démocratie dans cette constitution qu'il a lui-même pensée et qui peut-être ne l'était pas tout à fait assez. Alors d'abord, je ne suis pas gaulliste. Je cite De Gaulle un petit peu trop souvent parfois, mais notre mouvement ne se déclare pas gaulliste. Et nous avons chez nous des gens venus de tous les horizons. Vous êtes à peu près le seul mouvement actuellement qui ne se déclare pas gaulliste. Hein, parce que oui, absolument. Tout le monde l'est devenu. Hein. Exactement. Mais ça prouve probablement qu'on est celui qui est le plus dans le droit fil de la pensée gaullienne. Et ce que je crois profondément, parce que De Gaulle, fondamentalement, la quintessence du gaullisme, à mon avis, c'est la capacité de dire non à quelque chose de prétendument fatal. De dire non et de faire prévaloir avant toute autre chose la souveraineté et l'indépendance nationale. Donc je suis absolument certain qu'être gaullien, je ne dis pas gaulliste, mais gaullien aujourd'hui, c'est justement vouloir sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, et nous sommes les seuls. Mais pour autant, je ne veux pas dire ça, parce que je sais qu'il y a chez nous des gens venus de très à gauche qui n'aiment pas le De Gaulle des années 60, qui est considéré comme un De Gaulle réactionnaire. Bon, alors votre question, c'est un peu difficile de faire c'est un peu de l'anachronisme. Je pense que la décentralisation qu'il a voulu faire, c'était peut-être... La France était peut-être trop centralisée. Il faut voir aussi que De Gaulle, à la fin des années 60, il était entouré, il était quand même assez seul. Il était quand même assez seul. C'est-à-dire que l'ensemble des forces européistes, etc., avait gangrené, y compris son entourage. Donc il était lui-même... C'est un homme qui se battait un peu seul contre une espèce de stratégie, de jeu de go qui était... Vous savez, dans l'université qu'on a faite, il y a le samedi soir, traditionnellement, chaque année, on fait une tombola avec des objets historiques. Et c'est moi qui m'occupe de ça, j'aime bien. Et donc, parmi les objets historiques, il y avait la profession de foi de François Mitterrand, la vraie, hein, à l'élection présidentielle de 1965, c'est la première. Et la profession de foi de Jean-Luc Canuet. Et c'était très intéressant de voir ce qu'il disait. Ça vaut son pesant de cacahuètes. On voit que De Gaulle était attaqué constamment, surtout que l'élection présidentielle s'est déroulée le 5 décembre 1965, le premier tour. Et c'était à l'époque où il y avait la politique de la chaise vide. Oui. Et donc ils attaquaient. Mitterrand disait « Seule l'Europe va nous permettre de défendre notre modèle social ». Seule l'Europe va nous permettre de peser. Seule l'Europe va permettre de faire préexister la coexistence pacifique. Mais quand vous lisez ça, vous vous rendez compte que Mitterrand avait tout faux. Tout faux. Il n'avait pas vu venir l'effondrement du camp socialiste. Il n'avait pas compris que la construction européenne était le fourrier d'une espèce d'American way of life qui nous amènerait l'ultralibéralisme, la destruction des acquis sociaux. Il n'avait rien compris, en fait. Et le seul qui avait finalement compris, quand on voit ça avec le recul, c'est De Gaulle qui savait que finalement, il n'y a rien qui vaille que la souveraineté et l'indépendance nationale pour décider de notre avenir collectif. Donc on ne sera pas pour la coopération, si vous êtes pour un peu de coopération dans les entreprises. Ah, la participation ? Oui. Oui, non, moi je suis plutôt favorable. Une économie coopérative. Non, oui, ça je suis plutôt favorable à ça. On m'a posé la question. Dans l'idée de la troisième voie,
C'était une idée assez séduisante. Oui, c'est ça. La question, c'est comment on évite le collectivisme, mais tout en sortant de l'ultra-libéralisme tel qu'il est imposé aujourd'hui. Vous cherchez une troisième voie, vous? Non, enfin, vous me posez la question. Je pense que c'est une idée intéressante. Bon. Je pense que c'était très futuriste. Parce qu'à l'époque, d'abord, ça a été rejeté par tout le monde. C'était rejeté aussi bien par la droite, qui considérait que c'était un truc socialisant, que par la gauche, qui considérait que c'était une espèce de truc anticommuniste. La CGT, le Parti communiste, était vent debout. Donc, ils n'aimaient pas ce côté hybride. Je pense que là, cette pensée-là était très en avance, parce que je pense qu'effectivement, je suis assez convaincu qu'au cours du XXIe ou peut-être du XXIIe siècle, de plus en plus, il y a quand même une autonomie croissante des acteurs économiques. Et l'idée que dans une entreprise, les gens soient les acteurs de l'avenir, ça se voit d'ailleurs de plus en plus, les cabinets de consultance où les gens sont partie prenante au capital, etc. Je pense que c'est une idée d'avenir. Simplement, d'un point de vue politique, moi je trouve ça très sympathique, même j'y suis assez favorable, mais je pense que je ne veux pas multiplier les sujets, si vous voulez, parce que voilà, je ne veux pas faire de ça un sujet essentiel. Notre sujet essentiel, c'est d'abord et avant tout la souveraineté et l'indépendance nationale. À chaque jour suffit sa peine. Ensuite, ce sera aux Français de décider de l'avenir qu'ils veulent, et notamment des grands choix économiques. C'est par exemple, pourquoi est-ce qu'à l'UPR, il y a des gens, des libéraux qui sont chez nous, des gens venus de la droite, et puis il y a des anciens membres du Parti communiste. Parce que justement, sur les questions concernant la fiscalité, etc., nous avons dit que ça sera aux Français de décider, mais c'est plus tard. Là, il faut vraiment qu'on se rassemble pour sortir de l'Union européenne, de l'euro. On a un programme économique qui est très précis, notamment avec le rétablissement des grands services publics à la française. Mais sur des sujets comme par exemple la fiscalité du patrimoine, la fiscalité, on est en revanche très très évasif et délibérément parce qu'on dit c'est une fois qu'on aura récupéré notre souveraineté qu'on pourra en décider. Ce qui d'ailleurs est logique puisque les taux par exemple de TVA sont fixés par Bruxelles. Vous savez qu'il y a des taux, on a mis des années avant de pouvoir avoir la baisse de la TVA sur la restauration à emporter. Donc vous allez continuer à creuser votre sillon sur cette question-là, mais on restera. Donc on va être obligé d'attendre pour avoir la suite du programme sur les autres sujets. Mais c'est comme si vous aviez demandé à De Gaulle en juin 40 ou en 41, mais qu'est-ce que vous allez faire de l'avenir des retraites du bassin des houillères de Lorraine? Il vous aurait dit, mais attendez, chaque jour, honnêtement, c'est pas une galéjade. Nous avons une différence par rapport à l'ensemble des partis politiques français, c'est une hiérarchie de priorité et du discernement. Nous disons que le problème numéro 1 de la France, et que les gens veuillent le voir ou ne veuillent pas le voir, c'est peu importe, même si une grande partie des Français, ça leur fait peur. Vous m'avez posé cette question, s'il y avait eu un référendum en fin 40, il y aurait eu 1% de gens qui auraient voté pour De Gaulle, 99% ça leur aurait fait peur, et c'est pourtant De Gaulle qui avait raison. Donc là, nous disons que le vrai débat, c'est est-ce que la France va être un pays définitivement muselé sous tutelle étrangère jusqu'à son dépeçage, parce qu'on n'en a pas parlé, mais j'ai été le seul candidat à en parler pendant l'élection présidentielle, c'est les menaces sur l'unité nationale. Et c'est pas de la plaisanterie. Je parlais de la Catalogne, maintenant c'est devant nous. Et donc il y a, je pense, au cours des années qui viennent, des risques sur l'unité nationale française. Et donc nous, il n'y a rien de plus important que ça. La souveraineté, l'indépendance nationale, l'unité nationale. C'est tout. Ce sont les sujets capitaux. Certains ne veulent pas le voir. Ils biaisent. Mais en définitive, où est la scène politique française ? Nous, on a réussi à faire une université. Il y avait 1100 personnes avec un enthousiasme considérable. Moi, je vois les autres partis politiques, ils sont subclaquants, ils n'ont plus rien à dire. Ils n'ont rien à dire. Ils sont en fait, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils ne veulent pas ce qu'ils savent. Voilà la réalité. En tout cas, merci beaucoup. Nous continuerons à inviter différents partis politiques, différents penseurs, différents idéologues et vous-même avant 2022. Merci beaucoup, Nathalie. Au revoir. Au revoir.